Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers abonnés, bonjour, et bienvenue dans ce nouvel épisode des discussions sartoriales. Vous l'avez remarqué, petit changement aujourd'hui, puisque c'est moi qui vais interviewer Hugo Jacomet. Et pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis le nouveau rédacteur en chef de Parisian Gentleman. Ça me fait tout drôle de voir quelqu'un dire « Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis, chers abonnés, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de nos discussions sartoriales ». C'est un bain de jouvence pour moi. Je me suis entraîné. C'est vrai. Et il s'est entraîné toute la nuit à faire cette introduction. Donc, ceci étant, je suis content enfin qu'on ait cette nouvelle génération qui arrive sur Parisian Gentleman dans les discussions sartoriales. Et aujourd'hui, donc, j'ai fait un entretien avec Léon que vous avez dû voir, qui a dû être diffusé avant. Quand je dis « a dû », c'est que comme on enregistre tout d'un seul tenant, une seule session, on enregistre 5, 6, 7, jusqu'à 10 épisodes. Parfois, je ne sais pas dans quelle chronologie ils vont être diffusés, mais celui-ci, je suis sûr qu'il sera diffusé en aval de l'entretien que j'ai eu avec toi, Léon. Et comme on était très bien à la table, on avait commencé à continuer la discussion, on s'est dit, eh, tiens, et si on faisait une interview croisée C'est-à-dire que si c'était toi qui m'interviewais, donc allez, il a écrit, il a grébouillé quelques questions, il m'a donné quelques grands cadres, mais comme à l'accoutumée sur cette chaîne, je ne sais pas tout et je n'ai pas réfléchi à mes réponses pour garder un peu la fraîcheur. Donc je suis tout à toi, mon cher. Merveilleux. Alors, une première question qui va faire la suite d'une anecdote que tu as souvent racontée. Tu parles souvent de cette époque où, enfant, tu faisais du lèche-vitrine devant Berluti. Oui. Moi, je me suis souvent demandé en fait de quoi tu rêvais quand tu ne rêvais pas de chaussures, quand tu étais gamin. Alors, c'est pas tout à fait quand j'étais gamin, parce que j'étais déjà, on va dire, un jeune adulte. Je devais avoir à cette époque-là, c'est quand je suis arrivé à Paris. Donc, j'ai grandi en province et je suis arrivé à Paris à l'âge de 19 ans. Donc là, j'ai 19 ans, 20 ans, donc je suis pas tout à fait un enfant. Mais pour moi, l'Alessandro de Berluti One Cut, faut se remettre dans le contexte. On est en la fin des années 70, début des années 80, je pense qu'on doit être en 81 exactement, l'année où François Mitterrand a été élu, où on est tous descendus dans la rue pour danser. C'était une fête, mais moi j'y comprenais pas grand-chose à la politique, mais je voyais tout le monde danser, donc on s'est mis à danser, on a fait une fiesta du tonnerre, je me souviens, le 10 mai 1981. Donc on est 81-82, et à ce moment-là, la notion de soulier m'est complètement étrangère. J'ai vu mon grand-père faire des chaussures, mais c'est des chaussures pour moi. Et puis surtout, la notion de patine n'existait pas vraiment. C'était vraiment très particulier. Et il y avait ce magasin, qui est toujours le même d'ailleurs, rue Marbeuf. Et je voyais cette chose-là en vitrine. Et je me disais, mais comment on dirait du bois, ce truc-là? On dirait une œuvre d'art, on dirait une sculpture. Et donc effectivement, j'ai fait du lèche-vitrine. Et à quoi je rêvais? Tu sais, très prosaïquement, j'étais tout jeune à Paris, je gagnais pas très bien ma vie au début, je voulais être artiste, je voulais faire de la réalisation, c'est la chanson de Charles Aznavour, je me voyais déjà en haut de l'affiche, sauf que lui, malheureusement, moi j'ai fait un petit peu mieux que les enterrements de motards et les bars à soldats, je crois que c'est ça dans la chanson. Je sais plus s'il n'y a pas d'enterrement de motards. Voilà. Et j'ai réussi un tout petit peu mieux. Je me suis pas habillé chez Smalto comme lui dans la chanson. Je me suis fait faire un tailleur du dernier cri chez le tailleur à la mode. Enfin, je me souviens plus exactement des paroles, mais c'était un petit peu dans cet esprit-là. Mais moi, ce que je voulais, c'est faire une carrière dans la communication. Et je n'avais j'avais aucun contact à Paris. Donc, je suis vraiment monté à la capitale. C'est pas la valise en carton, mais je suis quand même monté avec ma valoche, quoi. Et puis, petit à petit, j'ai fait mon trou. Et Berluti, c'était un peu pour moi... Alors, je pense que c'était le signe avant-coureur du virus que j'allais choper sur l'élégance, etc., qui est venu un tout petit peu plus tard. Mais donc, je rêvais moi, j'ai toujours eu un rêve dans ma vie, alors qui n'est peut-être pas un rêve... très excitant pour beaucoup de personnes, mais j'ai toujours eu ce rêve de l'autonomie. C'est-à-dire que je n'ai jamais... alors, si j'ai été salarié pendant 2 mois de ma vie, chez Procter & Gamble, alors un petit peu plus que 2 mois. Allez, j'exagère parce que j'ai aussi travaillé... Alors, à l'époque, ça se fait plus maintenant. Dans les début des années 80, je travaillais 6 mois pour les cigarettes Rothmans et j'étais responsable de promotion... Pardon, vous voyez, je te parle de cigarettes, je tousse. Et à cette époque-là, évidemment, c'était bien avant qu'on découvre que c'était très mauvais pour la santé, tout simplement. Et je visitais toutes les boîtes de nuit pour essayer de leur vendre des cigarettes Peter Stuyvesant. À l'époque, c'était assez étonnant comme travail. Et puis, sans ça, j'ai travaillé 2 mois chez Pampers.
Procter & Gamble pour vendre des couches culottes. Pas en boîte de nuit, du coup. Pas en boîte de nuit, mais ceci étant, j'ai tout de suite compris que j'étais un peu, comme on dit en américain, un misfit. J'avais du mal à m'insérer dans une organisation. Et donc, mon rêve, c'était de devenir freelance. C'est-à-dire d'avoir toujours la liberté de faire ce que j'ai envie de faire. Et quand je regardais ce soulier Berluti, je me disais, mais quand est-ce que je vais avoir les moyens de m'offrir ce soulier-là? Parce qu'à cette époque-là, le peu de salaire que je réussissais à faire rentrer dans ma bourse, je pense que la paire de souliers, c'était 3 fois mon salaire. Donc, c'était complètement inabordable. Mais ça m'a vraiment, j'ai toujours cette image en tête. Et j'y allais le dimanche, parce que sans ça, rester 2 heures devant une vitrine, c'est pas terrible, quoi. Donc, j'y allais le dimanche, comme la boutique était fermée, mais la vitrine était quand même accessible. Et je léchais la vitrine. Littéralement, je léchais la vitrine pendant des heures et des heures. J'avais une deuxième question, Hugo. Oui. Qui concerne un peu plus le mouvement sartorial en général et la manière que tu as de percevoir peut-être certaines dérives. Le mot peut paraître un peu extrême, mais j'ai envie de parler de panoplie sartoriale pour désigner parfois cette tendance qu'on observe, qui est malheureusement, je pense, un peu inévitable, mais par le jeu des réseaux sociaux, par le jeu des achats en ligne, on a tendance à nous présenter la garde-robe masculine classique comme un ensemble, une liste à cocher d'accessoires et de pièces à posséder. La question que je me pose à la fin, c'est est-ce qu'on ne nous laisse pas penser souvent qu'il faut cette petite panoplie et qu'à la fin, ça y est, on accéderait à l'élégance? Alors ça, c'est une bonne question, mais je pense qu'on pourrait élargir encore ta question. C'est que d'abord, il y a 2 ou 3 questions en une. Bien sûr. Première question, c'est est-ce que l'habit fait le moine ? Qui englobe la totalité. Oui. Non, l'habit ne fait pas le moine. J'ai vu des crétins très bien habillés et j'ai vu des gens extraordinaires très mal habillés, très mal fagotés, comme disait maman, parce qu'elle aimait beaucoup cette chose-là. La deuxième chose, c'est que sur Instagram n'est pas la vraie vie. Donc, il faut toujours se le rappeler. Ce n'est qu'une représentation de la vie. Et bien malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes gens qui font la confusion entre la vraie vie et la vie sur les réseaux sociaux qui n'est qu'une représentation de la vie et qui n'est pas la vraie vie. Même si, pour certains, ils y passent le plus clair de leur temps. C'est-à-dire certains, même quasiment toute la journée et en permanence. Donc, ce n'est pas la vraie vie. Et donc, ça veut dire que la version de la vie qui nous est présentée sur Instagram et sur les réseaux sociaux en général est une version, on va dire, pour le moins édulcorée ou plus exactement, même inversement, très exagérée. C'est-à-dire que on en parlait juste avant de démarrer cette émission ensemble. On a toujours l'impression que sur Instagram, si tu suis les bons influenceurs, tu sais que j'ai un vrai problème avec ce mot-là, ça me prend la tête même, ce mot-là, je le déteste de toute mon âme et de tout mon corps. Il ne faut surtout pas être influençable, c'est ce qu'on m'a appris, moi, les premières choses qu'on m'a appris dans la vie, c'est justement d'éviter d'être influençable et commencer à regarder le monde par moi-même, essayer de me faire ma propre idée, mais c'est un autre sujet. Mais quand on regarde tous ces gens qui en permanence essaye de nous vendre des trucs sur Instagram. Alors ça nous arrive, nous, de faire des collaborations, mais on ne fait pas ça en permanence, on n'est pas un homme sandwich littéralement. On a toujours l'impression qu'ils sont en train de nous vendre que si vous achetez telle chose, vous allez devenir plus beau, plus élégant, etc. Mais il y a aussi des moments où, justement, quand on achète toutes ces choses et on a l'impression de cocher toutes les cases, eh ben, on régresse au lieu de progresser. Pourquoi ? Parce que l'idée de l'élégance personnelle, c'est quelque chose qui est très intime. Et c'est surtout quelque chose qui ne peut pas s'apprendre avec des astuces, comme on dit. C'est le mot qui me fait le plus horreur en anglais, c'est tips. Quelles sont vos astuces pour être élégant ? Il n'y a pas d'astuces pour être élégant. C'est un chemin de vie. Moi, ça m'a pris toute ma vie. Je ne sais même pas si je suis encore élégant. Je ne sais même pas si je peux me qualifier de gentleman. C'est un long cheminement culturel, spirituel, intérieur, qui fait que petit à petit, on va arriver à une certaine élégance qui rime d'ailleurs avec nonchalance. C'est-à-dire qu'au début, on peut être un peu coincé. C'est-à-dire qu'on peut être, on peut aller chercher cette élégance formelle, et c'est pas un mal. Moi, je trouve que l'exigence, c'est quand même quelque chose qui nous manque beaucoup dans ce monde. Donc, les jeunes ont tendance à faire ça, à être un tout petit peu trop raide au début. Moi aussi, je l'ai été, évidemment. Et puis, petit à petit, on gagne en naturel, et puis on gagne en nonchalance, et puis finalement, on gagne en élégance. Mais pour répondre plus précisément à ta question, donc, Instagram, c'est pas la vraie vie, les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie, et effectivement, tu as donné le bon mot. C'est pas parce que tu vas te déguiser en élégant que tu vas devenir élégant. Avec la bonne panoplie. Il faut surtout pas prendre ce chemin-là. Et moi, je le dis, et je le dis une fois de plus, allez-y
doucement. Et cocher des cases, c'est comme les gens qui disent « Ah, moi, je suis allé à New York, un machin, etc. J'ai coché des cases et puis j'ai pris la photo qui va bien devant la Tour Eiffel, devant la Joconde, devant l'Empire State Building et devant je ne sais quel autre monument. Moi, c'est pas ma façon de voir le monde, tout simplement. Je pense que Instagram peut être un formidable outil pour s'éveiller à de l'esthétique, l'esthétique et l'élégance. Sonia, c'est ce qu'elle fait toute la journée pour les besoins de discussion sartoriale, de Sartorial Talks et de Parisian Gentleman. Elle regarde des centaines de vêtements tous les jours pour rester dans le coup, d'une certaine manière, et comprendre comment notre mouvement est en train d'évoluer. Mais ceci étant, ce ne doit pas être votre premier référent. Je pense que tant qu'on n'a pas lu Dressing the Man de Alan Flusser, c'est comme si dans d'autres secteurs de la littérature, je pense qu'on ne peut pas se faire une vraie culture littéraire si on n'a pas lu Miguel de Cervantes, par exemple. Mais c'est un autre sujet. On va y venir à Cervantes. Non, mais je suis content de te l'entendre dire parce que les réseaux sociaux uniformisant énormément le discours, nécessairement, le sartorialisme est un peu devenu... Il s'est réduit à certains moments à ce qu'on en voyait et pas forcément à ce qu'il était profondément et qu'il fallait comprendre au fur et à mesure des années. Et voilà, comme tu l'as dit, on parle énormément de la notion de progression. Donc on aborde les choses d'une manière très positive, comme si la conversion à l'élégance était un chemin qui allait de lui-même, qui était ascensionnel et qui nous menait à toujours plus d'élégance. En réalité, tu as commencé à l'aborder, moi je trouve que c'est difficile d'être élégant. Et c'est même, je pense, dans les moments les plus difficiles de notre vie, dans les moments qui vont un peu nous faire aussi oublier de se retenir, de se contenir, qu'on verra vraiment si quelqu'un est élégant. Bien sûr. Et je suis contente d'entendre dire ça parce que je pense que c'est quelque chose qu'on a besoin de rappeler. Justement, l'élégance s'éprouve et s'apprend dans les moments difficiles, quand on a besoin encore de comprendre qu'on n'a pas tout à fait fini de cheminer. Exactement. Alors je crois que Nietzsche en parle quand on a... Alors lui, il en parle dans l'idée de superficialité. Alors ça, c'est un autre débat. D'ailleurs, je vais faire une émission sur ce sujet-là parce que c'est un sujet qui me passionne. Les gens me disent « Ah, mais vous êtes superficiel ». Pas exactement, justement. Nietzsche parlait de là. Alors évidemment, cette fameuse citation, les Grecs superficiels par profondeur, mais surtout, je crois qu'il disait quelque chose comme, c'est au moment où on va vraiment au tréfonds des moments les plus difficiles, que justement, on a envie de retrouver cette flamme de vie qui est la beauté, la superficialité, et si l'essentiel se passait à la surface. C'est une question, je crois, qui est absolument fondamentale, et qu'aujourd'hui, c'est vrai que, alors, il faut aussi... Moi, je suis toujours tiraillé entre deux sentiments. D'une certaine manière, expliquer aux gens que ce dont on parle sur cette chaîne, ce n'est pas uniquement de vêtements. C'est plus profond que ça, je pense. C'est une vision de la vie, c'est une manière d'habiter sa propre existence. C'est une manière d'habiter le monde, voilà, tout simplement. On peut l'habiter de manière, uniquement transactionnelle. Ce qui n'est pas notre cas. Non. On peut l'habiter d'une manière uniquement égoïste. Ce qui n'est pas notre cas non plus. On peut l'habiter comme nous, avec peut-être un niveau d'exigence ou un refus de la médiocrité. Là, on se rapproche un tout petit peu plus de ce qu'on a envie de faire. Donc, c'est vraiment cette notion-là. Mais je suis aussi tiraillé de l'autre côté en disant, est-ce qu'il ne faut pas trop se prendre au sérieux non plus ? Non. Parce que tout ceci doit rester du plaisir. Voilà. Le plaisir de se sentir beau, le plaisir de se sentir bien et à l'aise. Tu te sens bien dans ton costume, tu es à l'aise, tu vois, c'est juste bien. Alors, et puis, le plaisir je sais pas, de faire tourner les têtes un tout petit peu, le plaisir de se sentir au meilleur de soi-même, et puis surtout de remettre un petit peu de nuances dans sa vie, un tout petit peu de choses qui peuvent vraiment... Et moi, ce qui me réjouit toujours le plus, c'est quand je vois les gens autour de nous, dans notre équipe, mais également à l'extérieur, tous les gens qui gravitent autour de Parisian Gentleman et discussions sartoriales, il y a des gens à qui ça a vraiment changé l'existence. Et alors c'est bizarre, parce que je me dis quand même, c'est quand même un peu pompeux de dire on peut changer de la vie. Non, mais on peut changer la vision que les gens ont de leur propre vie. Et c'est ça dont on parle, je pense, enfin j'espère en tout cas, sur cette chaîne. Non, mais je te rejoins complètement, Hugo. Et c'est un petit déclic qui se produit au départ, effectivement, sur des questions au départ qui peuvent paraître très superficielles et qui finalement entraînent un engrenage après l'autre, des remises en question bien plus importantes. Mais voilà, ce sont des choses qui, en fait, je pense, ne font de mal à personne. Non. Et ça aussi, c'est des grandes questions que je me pose tout le temps. Mais
on a dû être je sais qu'on a été très virulent avec toi, avec certaines personnes. Ah oui, bien sûr. Voilà, on a eu un discours, voilà. Bien sûr. Mais au final, moi, c'est une question que je me suis souvent posée. Est-ce que tu penses que tu as fait du mal un jour à qui que ce soit avec ce mode de vie? Bien sûr que non, mais alors là, en fait, si tu veux, c'est toujours, je pense que, alors je ne suis pas en train de dire que j'ai démarré ce mouvement. Ce que je peux dire, c'est que je fais partie des quelques personnes qui ont donné une impulsion à ça, ou plus exactement, ont donné une visibilité à des métiers, à des traditions qui n'avaient plus du tout de visibilité et qui ont essayé de construire autour de ça une vision du monde un peu différente et surtout, alors, je n'allais pas dire mouvement, parce que même si aujourd'hui on parle du mouvement sartorial, de plus en plus d'ailleurs, les gamins ils disent sarto assez facilement maintenant, mais en tout cas, peut-être que j'ai été parmi les quelques premiers à donner une impulsion par rapport à ça. Mais évidemment, ça marche toujours comme ça. Quand tu nages contre le courant, eh bien, tu t'en prends plein la figure. C'est une évidence. Moi, j'en ai presque fait un métier de nager contre le courant. À l'époque où tout le monde jetait les cravates, moi j'ai invité tout le monde à les remettre. À l'époque où on glorifiait le confort, et notamment, moi tu sais, je vis une partie de l'année aux États-Unis, on glorifie le confort au détriment du style. Moi j'ai dit non. Ne négligez jamais de votre style pour des raisons de confort. Et même si vous êtes un tout petit peu serré ou pas tout à fait à l'aise, tant mieux. Ça veut dire qu'au moins, vous êtes en train de faire un effort pour donner le meilleur de vous-même. Donc si tu veux, quand tu nages contre le courant, à un moment, il faut que tu acceptes de te prendre des cailloux. Voilà. Moi, je m'en suis pris, pas tant que ça, mais j'ai eu... Et j'ai même des gens qui me persécutent. J'ai des gens qui racontent des bêtises sur moi en permanence. Mais bon, c'est pas très grave. Je pense que c'est tout simplement... Mon papa qui nous a quittés en 2019 disait toujours, si on parle de toi en mal, ça veut dire que tu dois faire quelque chose de bien. Et c'est assez... c'est le bon sens paysan. Hein. Si on parle de toi en mal, c'est peut-être que tu fais quelque chose de bien. Je ne sais pas si je fais quelque chose de bien, mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'on a créé à minima des vocations. Et on a, je pense... à encourager certaines personnes à habiter leur propre univers d'une manière différente. Oui. Non, mais je te rejoins complètement là-dessus. Pour la petite anecdote sur la perception globale de l'élégance et le paysage actuel, moi je me heurte encore de mon côté parfois à des réactions qui m'étonnent beaucoup. Alors, je dirais pas que je nage à contre-courant, je pense que j'en suis pas encore au point où t'en es, mais une fois j'ai été filmé, il y a un compte humoristique sur Instagram qui m'a tagué de dos, donc c'est très drôle, c'est un compte humoristique vraiment très, très, très sympathique au demeurant, et une personne dans les commentaires, voyant du coup un costume marron quand même, en plein Paris, disait mais quand même, qu'est-ce que c'est insupportable tous ces gens habillés pareil. Je me suis dit, j'aimerais bien vivre dans le Paris où tout le monde s'habille en costume marron. Mais voilà, en fait, je pense qu'il y a encore un petit temps pour que l'opinion publique peut-être s'acclimate à ce mouvement, s'il faut en parler comme ça, effectivement. Mais en réalité, je pense qu'on fait de mal à personne. On fait de mal à personne. Alors après, moi, j'hésite toujours en dire, est-ce que c'est un mouvement ou est-ce que c'est juste une résistance ? Tu vois, la frontière est quand même assez fine. Je ne sais pas quel est le futur de ça. Ce que je sais, en revanche, c'est que il y a eu quelque chose. Je vois. Alors, est-ce que c'est nous ou est-ce que c'est les algorithmes ? Parce que tu sais, c'est le problème de la vie algorithmée, c'est qu'en fait, on a l'impression nous que c'est partout. Pourquoi ? Parce que c'est un sujet qui nous intéresse et que dès qu'on va sur Google, sur YouTube ou sur vos téléphones, ils nous servent ça parce qu'ils savent que ça nous plaît. Et donc, on se fait une représentation du monde. On pense que on essentialise en disant c'est en train de progresser, alors qu'en fait, quand tu marches dans la rue, moi, à chaque fois que je marche dans la rue, même à Paris en costume cravate, je suis quand même le seul. Alors, sur le fait que tu sois le seul, je te crois volontiers. En revanche, moi j'aime beaucoup regarder les publicités. Et je pense que ce sont des choses cycliques, mais la pub a quand même repris et commence à reprendre de plus en plus de nos codes. C'est vrai. Air France, ils ont le mot élégance dans tous leurs slogans depuis 1 an et demi, quelque chose comme ça. Les parfums Gentleman, on voit ça fleurir. Tu as raison. Et même dans les coupes et dans certains détails des vestes qu'on peut voir, même des marques de prêt-à-porter que je ne citerai pas, mais il y a des détails qui font qu'il y a, je pense, quand même une atmosphère et un climat qui s'installe avec certains repères visuels qui commencent à pénétrer un peu les mentalités. Donc, je pense quand même que ça généralise. Alléluia. Voilà. Que Dieu t'entende. Je te propose de passer à une autre question. Oui, volontiers. On va changer un peu de sujet. Pourquoi est-ce qu'il faut lire Cervantes ? Alors là, j'espère que vous avez le temps, mesdames, messieurs. Non, je vais faire court sur le sujet. Alors, on en a parlé avec Léon, qui fait des études de lettres classiques.
et moderne, d'ailleurs, les deux. Oui, les mon deux. capitaine, qui est un lettré, est un érudit. Et moi, je lui disais toujours, je pense qu'on ne peut pas se faire une culture littéraire si on n'a pas lu Miguel de Cervantes et plus particulièrement et essentiellement Don Quichotte de la Manche. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, Don Quichotte de la Manche, c'est pour moi le chef-d'œuvre absolu de la littérature, ou peut-être d'ailleurs beaucoup de personnes qui étudient ce sujet-là ont tendance à dire que c'est le premier roman moderne. C'est-à-dire que c'est vraiment, il a inventé un style totalement différent, totalement fou. Alors, en 2 mots, pourquoi Don Quichotte de la Manche? D'abord, il faut se remettre dans le contexte. 1605, c'est fou. On est au XVIIe siècle. C'est l'histoire, donc... parce que moi, ce qui me plaît pas, c'est les raccourcis intellectuels. Ah oui, Don Quichotte, le mec qui combat des moulins. Ah oui, si vous avez retenu que ça de Don Quichotte, vous avez un peu raté le coche, si je puis m'exprimer ainsi, en l'occurrence. Don Quichotte, c'est l'histoire d'un hidalgo, donc d'un chevalier un peu modeste, on va dire, en Espagne, qui se gave de romans de chevalerie. C'est sa passion. Et il vit dans une espèce de monde fantasmé, chez lui, avec des princesses à sauver, avec des preux chevaliers qui vont défendre la veuve et l'orphelin. Et il décide, un jour, de vivre ça dans la vraie vie. Et donc, il s'invente une identité, Don Quichotte de la Manche, et il va, pensant que la vie, ce qu'il lit dans les romans, eh bien, c'est la vérité, il va aller dans les romans chevaleresques, évidemment, toujours un peu outré, comme ça, eh bien, il va aller dans la vraie vie avec son valet, son copain, Sancho Panza, que tout le monde connaît. Donc, Panza, ça veut dire la panse, qui lui, au contraire, n'est pas un idéaliste, ne pense qu'à se remplir la panse, Panza, c'est vraiment ça. Et donc, ce duo, un peu improbable, va se balader et il va lui arriver de multiples aventures dans les aventures de Don Quichotte. Et ce roman est d'une puissance, pour moi, émotionnelle, intellectuelle, absolument stupéfiante. C'est-à-dire qu'on a... Alors, beaucoup de gens... C'est marrant parce que ce roman a été considéré comme une critique sociale au début, puis après comme une critique politique, puis après comme un roman burlesque. Même à certaines époques, on pensait que c'était un roman comique, alors que Don Quichotte, c'est un peu tout ça à la fois. C'est un roman extrêmement sensible, extrêmement, touchant. Et surtout, le personnage de Don Quichotte, cet idéaliste qui... alors, l'histoire des moulins, allez, on va vous le dire. Don Quichotte, lui, quand il voit une paysanne, il voit une princesse. Quand il voit un moulin, il pense que c'est un géant qui a été envoyé pour nous combattre. Quand il voit une procession ou un enterrement, il pense que c'est des gens qui vont envahir, donc il faut qu'ils se battent contre. Donc il voit la réalité comme il la rêve, tout simplement, mais c'est jamais... Alors tout le monde se moque de lui en permanence, sauf que quand Don Quichotte prend la parole en public et qu'il fait une déclaration ou qu'il explique ses valeurs d'éthique, d'amour, de sincérité, tout le monde est sur le cul. Parce que Don Quichotte, c'est juste la sincérité absolue. C'est la naïveté, mais poussée à l'extrême. C'est-à-dire, c'est la naïveté érudite. C'est une personne qui a décidé de rêver sa vie. Alors évidemment, il en prend plein la figure. En permanence, on se moque de lui. Tout le monde sait qu'il est un tout petit peu timbré, notre cher Don Quichotte. Et puis cette relation avec Sancho Panza, qui est l'extrême inverse. Sancho Panza, c'est le mec qui ne pense qu'à manger. En gros, c'est son truc. Qu'est-ce qu'on mange ce soir et comment je vais faire pour nourrir ma famille. Et donc, c'est le mec très matérialiste qui n'a aucune élévation spirituelle. Et pourtant, leur amitié fonctionne. C'est fou. Un idéaliste chevaleresque qui voit des méchants partout, qui veut sauver des princesses partout, qui s'invente même une amoureuse, dont d'ailleurs le nom est resté dans l'histoire, puisqu'on dit Madulcinée. Dulcinée, c'est l'amoureuse fantasmée de Don Quichotte, puisqu'on sait même pas si elle existe, puisqu'il ne l'a jamais rencontrée, mais il lui voue loyauté. Donc, ce sont des thèmes comme la loyauté, la naïveté, la sincérité, mais en même temps la finesse et la camaraderie. Enfin voilà, il y a tout dans Don Quichotte de la Manche, et en plus, c'est d'une extrême facilité à lire. Et c'est ça qui, moi, me choque et à chaque fois me foudroie. Je l'ai lu de nombreuses fois.
Notamment, j'aime beaucoup la traduction de Florian. Alors là, on ne va pas rentrer dans les trucs, ça c'est un débat d'experts, parce que le problème, c'est que c'est de l'espagnol du XVIIe siècle. Donc, les problèmes de traduction, c'est toujours un peu compliqué. Mais moi, j'ai lu plusieurs traductions et je trouve que celle de Florian, qui est expurgée de quelques remarques de Cervantes, puisqu'en plus, dans Cervantes, ce qui est étonnant, c'est que je pense que c'était le premier roman au monde à opérer une mise en abîme. C'est-à-dire que dans Don Quichotte, il y a des moments où les personnages lisent un roman et racontent une histoire. Donc c'est une histoire qui est racontée dans l'histoire et c'est absolument stupéfiant. Enfin voilà. Donc mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Don Quichotte de la Manche. Il y a même, je crois, des éditions pour les juniors. On peut démarrer à lire ça assez rapidement, assez jeune d'ailleurs. Tout le monde peut trouver à n'importe quel âge des pépites de sagesse. Les gamins, ils vont se marrer quand ils voient Don Quichotte s'en prend plein la figure en permanence, puis il est burlesque ce garçon. Les plus anciens, les plus érudits vont être touchés par sa sincérité, par sa quête d'absolu. Donc vous voyez, c'est peut-être, tu vois Léon, pour moi c'est peut-être le seul roman au monde qui peut être lu littéralement, allez peut-être pas de 7, mais je dirais allez, de 10-12 ans jusqu'à la fin de sa vie, et chacun il trouvera ce qu'il veut. Je pense qu'il y a un seul livre qui peut être comparé à ça en termes de possibilités de richesse, c'est la Bible. Mais c'est un autre sujet. Homère, l'Odyssée. C'est vrai. Allez, je te le conseille. Mais et la version de James Joyce, également Ulysse. Mais ça, c'est en anglais. Moins accessible. Moins accessible, ouais. Non, mais par contre, pour rebondir sur justement l'accessibilité de Don Quichotte, il y a aussi le ballet. Oui. Il me semble de petits pas. Bien sûr. Alors que qui est évidemment à voir puisque c'est un très beau ballet. C'est vrai. Ce n'est pas le meilleur pour se familiariser. Quand ballet, c'est un ballet dansé. C'est-à-dire qu'il y a une représentation de danse. Qui est très souvent donnée dans le monde entier, mais qui n'est pas forcément le meilleur outil pour se familiariser avec le cœur de l'œuvre, parce qu'en fait, la présence de Don Quichotte est très anecdotique. Je crois que je t'avais dit, j'étais allé le voir et j'étais un peu déçu de. C'est des intrigues un peu secondaires. Moi, je me sens proche de ce mec. C'est fou de dire ça, parce que mais je me sens alors ce mec qui est un mec inventé bien sûr par Miguel de Cervantes, qui lui a une vie complètement folle, enfin qui a été à l'armée, qui a été à la guerre, qui a été emprisonné, enfin on va pas rentrer dans les détails, c'est vraiment un personnage complètement fantasque et hallucinant, mais je me sens proche de Quichotte, et parfois je me disais mais c'est bizarre. Est-ce que je ne suis pas un peu aussi le Don Quichotte ? Je vois des élégances partout, moi. J'ai l'impression que le monde est en train de changer. J'ai l'impression qu'on va aider les jeunes gens à se sentir mieux, etc. Et en fait, quand je sors dans la rue, je me dis, peut-être je suis un peu Don Quichotte. J'ai peut-être vu des cravates où il n'y en avait pas. J'ai peut-être vu des élégants où il y avait des pleutres. J'ai peut-être vu des... Mais ceci dit, j'aime cette vision-là. J'aime, qui va jusqu'à l'absurde en ce qui le concerne. Moi, j'essaye de m'arrêter un tout petit peu avant. Mais j'aime cette idée que c'est toujours la même chose. Je crois que c'est Proust qui disait, il parlait que le style, c'était pas une histoire de technique, c'est une histoire de vision du monde. Je crois que c'est Proust. Et on faudra qu'on vérifie, j'en suis quasiment sûr. Et c'est vraiment cette notion-là qu'on peut, comme Don Quichotte, voir sa vie différemment. Et ajouter la bonne dose de sincérité, de rêve, de beauté, de loyauté. Et sont des choses et des mots qui sont complètement en perdition aujourd'hui. Est-ce que je peux te proposer de terminer avec une dernière question ? Oui, bien sûr. On termine forcément avec une dernière question. Dernière question. Oui. C'est mieux de terminer avec une dernière question. Ceci étant, moi, généralement, quand je dis dernière question, c'est mon antépénultième. Oui, voilà. Alors, antépénultième, c'est pas l'avant-dernière, c'est l'avant-avant-dernière. Gardez bien ce mot-là, en société, ça marche très bien. Est-ce que tu as lu l'antépénultième épisode d'une série, par exemple ? On se dit, mais de quoi il parle, antépénultième ? Antépénultième, j'adore ce mot. C'est celui qui est avant l'avant-dernier. Antépénultième. Pourquoi j'ai pensé à ça ? J'adore ce mot, je trouve qu'il est très joli. C'est un très beau mot. C'est une question beaucoup plus simple. Pour le coup, je ne te l'ai pas... on n'a jamais abordé ce thème-là ensemble. Dans un article que j'avais écrit sur PG, j'avais évoqué en fait une image qui pour moi cristallisait ce que serait un moment... pas un moment élégant, ça ne voudrait pas dire grand-chose un moment élégant, mais un moment où j'aurais le sentiment que ce mode de vie, si on devait le prendre en photo, résumerait bien en fait ce que j'essaie d'atteindre avec l'idéal du sartorialisme. Donc c'est une espèce d'instantané que je te demande. Moi j'avais pris l'image, j'avais dit un soir d'été avec une légère brise, la cravate légèrement dénouée et le mocassin prêt à tomber du pied. Est-ce que tu as une image qui te vient, une image forte que tu pourrais peindre si tu étais peintre, qui évoquerait ton image de l'élégance, ton idée de l'élégance ? Alors,
Alors moi, je ne suis pas peintre, évidemment. Moi non plus. Je ne suis pas très doué pour dessiner ça. Si je ferme les yeux et j'essaye d'imaginer ça, en tout cas dans mon univers à moi, ça ne peut marcher qu'avec une situation d'amour. D'accord. C'est-à-dire que je pense que l'élégant, alors je vais peut-être vous paraître un peu béni oui, mais c'est ma vision des choses. Je pense que peut-être qu'une rencontre, un coup de foudre, avec un homme très bien habillé, assez nonchalant, pas complètement coincé, mais qui est fragilisé par l'apparition d'une belle femme ou d'une femme qu'il connaît peut-être et qui lui fait comprendre qu'elle ne serait pas contre vivre une histoire d'amour avec lui. Et donc, ce moment comment dire, un tout petit peu acrobatique, de funambule entre un homme très sûr de soi, très bien, très beau, très bien habillé, avec la cravate très bien ajustée, une belle pochette, mais pas engoncé, très libre de ses mouvements, mais au moment où il voit sa dulcinée, donc, sa future dulcinée, à référence à Don Quichotte, il est fragile. C'est-à-dire que peut-être que subitement le mouchoir est un peu de travers ou la veste, ou je ne sais pas, sa posture est moins affirmée parce qu'il est pris au dépourvu de sa fragilité, mais en même temps il l'accepte. Et alors je ne sais pas, je pars dans des trucs complètement intellectuels là, mais c'est ça que ça m'inspire cette chose-là, c'est-à-dire que j'aime bien cette notion toujours de... les gens qui nous disent « Ah, vous les sartorialistes, les gens qui aiment s'habiller, vous planqué derrière votre propre importance et vous voulez vous mettre en scène et vous êtes égocentré, etc. Et vous cachez derrière une armure. » Alors, c'est pas tout à fait faux, mais je pense que c'est pas tout à fait vrai non plus. Je pense que l'élégance, à un moment, doit arriver à un niveau de naturel où vous n'êtes plus esclave de vos fragilités. C'est-à-dire, vous n'êtes plus esclave, ou plus exactement, vous n'êtes plus esclave du fait de masquer vos fragilités. Vous pouvez les vivre en toute légèreté. Voilà, moi j'ai des fragilités physiques, je suis asthmatique, j'ai des fragilités intellectuelles, je suis un hypermnésique. C'est-à-dire que j'ai une mémoire complètement dingue, sauf que j'ai 60 ans, donc je commence un tout petit peu à batailler avec mes propres images mentales. Quand je me souviens, ça me rend dingue quand je me souviens pas d'un nom de 1971, tu vois, par exemple. Donc j'ai cette fragilité-là. Et puis j'ai des fragilités bizarrement, comment dire, tout le monde pense que je suis très volubile, je suis capable de parler, etc. Je suis plutôt dans le naturel, plutôt timide, contrairement aux apparences. C'est-à-dire que dans certaines situations, on est sur Savile Row, par exemple, à Londres, quand on dit sur, cette fois, parce qu'on est sur la petite route de Savile Row, et on dit d'ailleurs on Savile Row en anglais, avec Sonia. Et Sonia, elle, mon épouse, que j'adore, que j'aime, plus que tout au monde, elle est capable d'enfoncer une porte avec la tête, en disant, tiens, on va aller rendre visite à, je sais pas, Huntsman, ou alors on les connaît après, mais des gens qu'on ne connaît pas, par exemple. Moi, je suis incapable de faire ça. Je suis incapable de pousser une porte en disant bonjour, je m'appelle Hugo Jacomet, je voudrais vous parler. Je suis incapable de le faire. Donc, mais je l'ai intégré dans ma personnalité et donc je trouve que ça fait partie de cette chose-là. Donc j'aime bien cette notion, cette dualité, élégance, une certaine confiance en soi et en même temps l'acceptation de sa fragilité. Je ne sais pas si ça a du sens ce que je suis en train de dire, mais c'est tout ce que ça m'évoque. Et donc, voilà, l'image de ce monsieur qui rencontre peut-être la femme de sa vie et qui, malgré toute sa splendeur, on perçoit qu'il est fragilisé et c'est un beau moment d'émotion. Et ça me fait vraiment plaisir d'entendre ça venant de toi parce que c'est justement une des critiques que font certaines personnes au costume, parce qu'elles l'associent à tout un appareil conceptuel d'ultra-virilisme, voire même d'ultra-patriarcat. Alors qu'en réalité, justement, ce que tu dis, c'est que le costume n'a pas vocation à devenir une armure et qu'il peut justement épouser, comme il épouse nos formes, épouser nos fragilités et qu'en fait, il ne va pas venir maquiller. Et effectivement, il y a eu une certaine conception du costume à un moment, on parle du power suit, tout ça, où effectivement, on a pu aller vers cette image très extrême, très caricaturale. Je pense qu'en réalité, il n'y a rien de moins viriliste qu'un mode de vie élégant où on reconnaît que les hommes peuvent être très chics, très sûrs d'eux, et en même temps se laisser aussi cueillir dans des moments de plus grande faiblesse, de plus grand naturel. Bien et sûr. L'élégance, c'est à mon sens plutôt ça, c'est d'être naturel avant d'être artificiellement travaillé. Je suis d'accord, mais ça demande un petit peu de temps.
pour le découvrir. Et puis je pense qu'on est tout simplement dans le sujet de l'esthétique. Moi je trouve, mais je ne suis pas le seul. Si j'étais le seul à dire, ok, un homme avec un beau costume qui tombe bien, une belle cravate, un beau pantalon, des beaux souliers, c'est beau, quoi. C'est quand même plus beau qu'un mec en débraillé avec un t-shirt. Alors, rien comme moi, ça m'arrive. Hein. Quand je suis allé chercher à la gare ce matin, j'étais pas habillé, tiré à 4 épingles. J'avais un vieux bonnet sur la tête parce que j'avais pas pris ma douche. Et j'étais dans un vieux jean un peu crado avec des baskets et un pull et une écharpe parce que je tombais du lit. Tu vois, donc, mais je trouve que quand même, je ne sais pas, je pense que c'est de l'esthétique pure et je trouve qu'on est aujourd'hui dans un monde qui fait un peu l'apologie de la laideur. Bon, on va pas rentrer dans ce sujet parce que là on en a pour 3 heures, mais quand on balance de la sauce tomate sur des Van Gogh et tout, je comprends pas, je le comprendrai jamais, mais quelle que soit la cause, c'est que là on a quand même des choses, voilà, je pense que nous les êtres humains on a besoin d'esthétique. On a besoin de beauté, on a besoin de choses qui nous émerveillent, on a besoin de choses qui flattent nos rétines et donc qui, par extension, flattent notre âme également. Et que c'est aussi important que la nourriture. Voilà. Et qu'aujourd'hui, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je ne sais pas, donnez 20% du temps que vous passez sur Netflix à Cervantes et à Don Quichotte. Donnez 20% de ce que vous dépensez dans des jeans et des t-shirts à acheter une belle chemise, par exemple. Ou pas grand-chose, juste goûter à ça. Après, c'est vraiment une question de goût, mais goûter. Et comme disent les Anglais, give 3 pieces a chance. Hein, c'est un petit jeu de mots, évidemment, pun intended, les anglophones comprendront. Mais c'est cette idée-là que je pense que il y a quand même, je ne sais pas, quand on se sent bien et élégant, ça change quelque chose, réellement, beaucoup plus profondément qu'on le pense. Oui, je suis complètement d'accord avec toi. Est-ce que c'est tout pour les questions ? Je pense qu'on a fait un bon parcours. Formidable. Je suis content d'avoir fait cet entretien avec Léon et surtout, je suis content qu'il m'ait donné l'opportunité de parler de ma passion pour Miguel de Cervantes et particulièrement pour Don Quichotte de la Manche. D'ailleurs, ça m'a donné envie d'aller rechercher une autre traduction que j'aurais peut-être pas lue. Alors pour la petite histoire, Don Quichotte écrit en 1605 en 2 parties et la deuxième partie en 1615, 10 ans plus tard, parce qu'entre les deux, il y a eu un faussaire, ce qui est quand même incroyable. En plus, c'est le premier roman qui a été copié. Ça n'existait pas avant. Alors, on ne va pas rentrer dans les copistes, l'imprimerie, pas l'imprimerie, ça c'est autre chose. Mais ce roman a été copié par quelqu'un qui a dit qu'il avait fait une deuxième partie et en fait, ce n'était pas Cervantes. Et donc, Cervantes, dans sa deuxième partie réelle, tape en permanence sur le faussaire. Et c'est pour ça que moi, dans la traduction de Florian, elle est expurgée de ça parce qu'on reste focalisé sur Don Quichotte et Sancho Panza et toutes leurs aventures et pas sur le règlement de compte de Cervantes. Mais c'est une autre histoire. Merci Léon pour cet entretien. Je te félicite pour ton introduction. Est-ce que tu veux faire la conclusion ? On peut faire la conclusion. Allez. Eh bien, merci de nous avoir suivis pour cet épisode. Restez élégants, cherchez à le devenir si vous ne l'êtes pas encore et écoutez bien les conseils d'Hugo parce qu'il a beaucoup à nous apprendre. Voilà. J'adore. Merci à bientôt les amis. À bientôt. Au revoir.